On va faire un petit focus sur la Global M2. La Global M2, c'est quoi? C'est cette ligne bleue juste ici qui indique la liquidité qui est créée par les 21 plus grandes banques centrales au monde. Et c'est un indicateur qui est repris par énormément de monde, moi le premier. Mais j'ai pu constater qu'il y avait pas mal d'incompréhensions, d'éléments faux et d'éléments un petit peu lacunaires qui circulent sur les réseaux. Et donc j'ai profité d'une vidéo pour faire un focus et vous expliquer exactement ce qu'il faut voir, ce qu'il faut regarder et surtout ce qu'il ne faut pas regarder par rapport à cette Global M2. Moi c'est Atreides, je suis conseiller en investissement financier certifié en France et j'ai une communauté privée sur Discord, tu as le lien en description pour laquelle je fais énormément de choses. Je vais pas parler des services que je fais pour eux, tout ce que je vais t'indiquer, comme dans la dernière vidéo, c'est que la semaine prochaine, jeudi 21 août à 18h, je fais un live qui va être public. Le lien sera mis sur le Discord, ici dans la partie publique, dans questions-réponses. Tu peux voir en dessous, il y a plein d'onglets, c'est la partie privée pour ma communauté. Et normalement, les lives sont privés chaque semaine pour la communauté. Il y en a un par semaine, tous les jeudis soirs à 18h. Et exceptionnellement, jeudi prochain, je vais le faire publiquement. Alors le lien sera disponible uniquement dans le Discord, donc si tu veux le rejoindre, clique sur le lien en description, rejoins le Discord, il faudra regarder ici ce qui se passe. Ce qu'on va voir dans ce live, ça va être quelque chose d'assez important, ça va être justement quand est-ce qu'on va dessiner le prochain top local et surtout le top définitif de ce cycle, parce que ce sont des choses qu'on peut largement anticiper quand on est analyste financier et c'est notre job. Et je vais te montrer à l'issue d'un live qui durera environ 2 heures, absolument tout qui va te démontrer qu'il y a un fossé énorme entre les connaissances que les gens pensent avoir encore sur YouTube et les vraies connaissances qu'il faut avoir pour pouvoir justement s'en sortir sur ce marché. Pouvoir réussir sur ce marché, c'est notamment être rentable, ça c'est le premier point. D'après l'AMF, l'autorité des marchés financiers en France, il y a 9 personnes sur 10 qui perdent tout leur argent dès la première année sur ce genre de marché. Donc être rentable, c'est déjà exceptionnel. Ce que je propose à ma communauté, moi, c'est pas d'être rentable, c'est de faire quelque chose que seuls les professionnels arrivent à faire. C'est non seulement faire des gains, mais surperformer le marché. Qui dit surperformer le marché, dit justement pouvoir prendre appui sur les hausses, pouvoir justement jouer les corrections, pour reprendre appui sur les prochaines hausses. Et ça permet à chaque fois de faire ce qu'on appelle des intérêts composés, c'est-à-dire schématiquement acheter bas, revendre avant la correction, racheter en bas de correction, revendre en haut, racheter en bas de correction, revendre en haut, racheter en bas de correction, etc., etc. En faisant ça, tu as des intérêts composés parce que forcément, le nouveau capital avec lequel tu vas te lancer ici sera le capital initial d'ici plus le rendement que tu as fait tout au long du premier chemin. Le capital que tu vas réinvestir ici sera les capitaux initiaux ici et ici, plus les rendements que tu auras fait sur les 2 premières vagues haussières, etc., etc. Et cela, année après année, ça donne des performances qui sont les miennes, qui sont d'environ 200% par année. C'est la promesse que je fais aux membres du groupe. Et je vais te donner exactement tous les éléments durant ce live pour que tu puisses voir ce qu'on fait sur le groupe privé. Il y a beaucoup de monde qui veulent le rejoindre, ce sera l'occasion de voir ce qu'on fait chaque semaine et à quel point il y a une différence entre ce qui se dit sur YouTube et la réalité. Donc je t'invite à rejoindre le Discord et prête attention à ce salon jeudi prochain 21 à 18h. Donc nous on est lancé, on est sur Bitcoin et je t'ai affiché juste ici la Global M2. Donc pour l'afficher, il n'y a rien de très compliqué, tu vas venir dans indicateur ici, tu vas chercher Global, entre parenthèses World Monetary Supply M2 et prendre celle de Mike Finance ici qui est utilisée par 6800 personnes environ. Tu vas cliquer dessus et ça va t'afficher cette ligne bleue. Cette ligne bleue représente l'augmentation et la réduction de liquidité dans le temps par les 21 plus grandes banques centrales. Ce qui est utilisé sur les réseaux, c'est justement la corrélation assez énorme entre cette Global M2 et Bitcoin. La Global M2 a de l'avance, généralement 12 semaines d'avance sur Bitcoin, et quand on pose un top sur la Global M2, généralement on va poser un top environ 10 à 12 semaines sur Bitcoin. On peut faire l'exercice, on peut prendre le top qui était ici, regardez quand est-ce que le top s'est fait sur Bitcoin, c'était 12 semaines plus tard. Les bottoms marchent également. Si on prend le bottom juste ici et qu'on le décale de 12 semaines, on était sur le bottom absolu de Bitcoin, la semaine où il est remonté et il a commencé à partir. Donc il y a beaucoup de youtubeurs qui prennent cette Global M2 et qui s'en servent pour prédire les mouvements du Bitcoin tout au long du chemin. La première chose que j'aimerais expliquer, c'est que la relation entre la Global M2 et Bitcoin, elle s'explique parce que l'augmentation de liquidité va forcément venir influencer les marchés. Mais attention, c'est là où il y a un premier disclaimer qui va répondre à une question que beaucoup se sont posées. Il y a des gens, détracteurs de cet indicateur, qui disent « Non mais attendez, il y a une corrélation maintenant certes, mais à l'époque, regardez, quand on a eu ici le premier checkout en 2021, puis ensuite le bear market, on a eu une augmentation de liquidité tout au long du chemin, on a eu un tout petit dip alors que le dip ici a été hyper profond, et surtout ici, la Global M2 a continué de monter alors que Bitcoin s'est littéralement effondré. Ça c'est un premier détail sur lequel il est important de revenir. Vous savez, je vous dis à chaque fois dans chaque vidéo, l'analyse technique c'est la dernière chose que vous devez faire. Ce que vous devez faire avant tout, c'est une analyse macroéconomique pour savoir dans quel sens on va aller. Et quand je parle de sens, je parle du sens du cycle. Est-ce qu'on rentre en bear market? Est-ce qu'on rentre en bull run?
Et grâce à cette macro, grâce à la cyclicité et la temporalité, ça c'est encore autre chose très important, pouvoir anticiper justement ces corrections pour faire exactement tout ce que je vous ai dit en début de vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, la semaine du 11 octobre, on avait déjà l'information qu'on allait rentrer en bear market. Pourquoi? Parce qu'on avait des niveaux d'inflation qui étaient monstrueux et la Fed, de même que les autres banques centrales les plus puissantes au monde, en termes d'apport de liquidité, ont clairement dit qu'elles allaient monter les taux directeurs parce que l'inflation était beaucoup trop grande. À partir de ce niveau-là, et ça je le répète au groupe privé, c'est aussi une indication par rapport au taux directeur, vous n'avez pas besoin d'attendre une hausse réelle avec le meeting de la Fed qui annonce une hausse des taux. Dès le moment où ils annoncent qu'ils vont le faire, les gros qui ont des analystes encore bien plus performants que moi savent très bien ce qui va arriver, c'est un bear market. Et ils ont de l'avance. C'est pour ça que le marché a toujours de l'avance par rapport aux news qui sortent. On a l'impression que quand il y a une bonne news qui sort, le marché s'effondre. Pourquoi? Parce que tout simplement cette bonne news était déjà pricée, comme on l'appelle, des mois avant. Le marché a environ 4 à 6 mois d'avance et ici ce n'était pas une exception. Ce n'était pas une exception et donc quand bien même on a vu la liquidité qui est montée, les gros sont sortis de ce marché parce qu'ils savaient qu'un bear market sur les actifs à risque allait arriver. Et donc cette Global M2, il ne faut pas la suivre aveuglément. Il faut d'abord regarder la macro. Est-ce que la macro est propice à un déversement de liquidité sur les actifs à risque? Ici, la réponse était non et c'est pour ça qu'on a eu une décorrélation qui était claire. À partir du moment où on est re-rentré en bull run, c'est-à-dire ici, avec des confirmations au niveau macroéconomique, géopolitique, de liquidité et technique, on a eu une corrélation entre la M2 et le Bitcoin. Pourquoi? Parce que l'argent se déverse avant tout dans les marchés à risque. Et donc pour l'instant, on peut toujours la suivre. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Ce qui est également important, c'est la relation de cette M2 avec le dollar. Quand on affiche la charte du dollar et qu'on commence la charte à peu près là où le bear market pour les actifs non à risque a commencé, c'est-à-dire janvier 2023, juste ici, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous alerte? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la charte du dollar, et finalement la Global M2, n'est que l'inversion de la charte du dollar? Quand on baisse sur le dollar, on monte au niveau de la Global M2. Quand on monte au niveau du dollar, on baisse sur la Global M2, etc., etc. On peut voir, même la puissance des montées et des descentes suit quasiment la même force que le dollar. Vous voyez ici, on a la grosse chute, on a la grosse montée sur la Global M2. Ici, on a eu le petit retracement du dollar, on peut voir que la Global M2 chute, etc., etc. Donc du coup, ça c'est une incompréhension qu'a sur le marché, ou peut-être pas une incompréhension parce que ça n'a pas été étudié, mais surtout c'est lacunaire en termes d'information. Pourquoi est-ce qu'on a une anticorrélation comme ça entre la Global M2 et le dollar, alors que la Global M2, on l'a dit, ce sont les 21 plus grandes banques centrales au monde, dont la monnaie n'est pas en dollars. Donc comment ça se fait que le dollar à lui seul influence la Global M2? La réponse, elle est assez simple. Plus de 50% des échanges internationaux se font en dollars. Donc ça veut dire que quand des pays, des grosses corporations, etc. achètent des choses, importent des éléments, etc., etc., ils achètent en dollars. Et c'est pour ça que le dollar a une force énorme au niveau mondial. Donc quand le dollar baisse, eh ben, forcément, la Global M2 liée aux États-Unis monte, parce que si le dollar se déprécie, eh bien forcément ça crée plus de liquidité, ça crée de l'inflation, mais ça crée plus de liquidité également. Mais également parce que si le dollar chute, les devises qui s'échangent contre du dollar, c'est-à-dire toutes les devises mondiales, vont s'apprécier. En tout cas, celles qui se déprécient moins rapidement que le dollar. Et ça, c'est logique. Si par exemple vous avez le dollar euro et que l'euro prend de la force par rapport au dollar, soit parce que l'euro monte et le dollar baisse, ou alors le dollar baisse, l'euro baisse également, mais l'euro baisse moins vite que le dollar, vous avez forcément de l'euro qui prend de la force par rapport au dollar. Autre exemple, vous êtes en franc suisse, imaginons, c'est la même chose. Si le franc suisse devient trop fort, les francs suisses que vous aviez hier et qui correspondaient par exemple à 1 dollar, et bien maintenant, pour 1 dollar, vous avez moins de francs suisses. Si on prend ce schéma à l'inverse, avec la même somme de francs suisses que vous aviez plus de dollars. Et donc forcément, si le dollar se déprécie, toutes ces monnaies nationales qui s'échangent contre du dollar au niveau international, et on le rappelle, plus de 50% des échanges mondiaux sont faits en dollars, et bien forcément, si le dollar se déprécie par rapport à ces devises, vous avez une Global M2 qui monte également. Et donc c'est pour ça que la Global M2 suit justement de manière anticorrélée le dollar. Alors évidemment, il faut toujours un tout petit peu de temps pour que cette baisse de liquidité se reflète dans le marché, forcément, parce que si le dollar reprend de la valeur, eh bien forcément, tous les actifs qui sont pairés au dollar vont en perdre une fois que cette augmentation ici va pouvoir arriver sur les marchés, mais également au niveau des devises. Une fois que ce renforcement du dollar par rapport aux autres devises va arriver sur les marchés avec quasiment 10 à 12 semaines de retard, ça va donner un effet correctif sur la Global M2 et c'est pour ça qu'on a cette charte anticorrélée. Au-delà de cette charte, ce qui est également extrêmement important à prendre, c'est cette charte ici qui démontre non pas la Global M2 en direct, mois par mois, semaine par semaine, jour par jour,
mais la Global M2 en corrélation avec l'augmentation ou la diminution de liquidité par rapport aux années précédentes. Ici, tu as le prix du Bitcoin en blanc, tu as la charte Global M2 en bleu juste ici, c'est la même, hein, tu peux voir, c'est exactement la même que ce qu'on a vu avant, mais tu as surtout l'histogramme ici en vert et en jaune de l'augmentation versus la diminution de liquidité année après année, le changement qu'il y a de manière annualisée. Et ce qu'on veut voir, c'est là où c'est hyper important, ce qu'on veut voir absolument, c'est justement une Global M2 année après année qui monte, qui monte, qui monte. Pour l'instant, c'est exactement le cas. C'est le cas, on a monté, ok, il y a eu des petits dips, on a fait un plus haut, on a fait un plus haut, signe que justement la création de liquidité suit une ligne ascendante, une trajectoire haussière, et c'est exactement ce qu'on veut. Forcément, il y a quoi? Il y a des petits dips qui donnent lieu à des corrections, mais ce qu'on veut voir, c'est, comme pour les actifs, une trade line qui est haussière, et pour l'instant, force est de constater qu'elle est respectée. Ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on regarde seulement la Global M2, et qu'on la juxtapose par rapport au graphe de Bitcoin, un élément il ne faut pas se faire avoir, et c'est là où c'est assez important, c'est qu'on a l'impression qu'au niveau de la Global M2, justement, il y a plus de liquidité qui est créée maintenant que quand on était au top de 2021. Vous voyez, la courbe bleue, on a fait des plus hauts, alors qu'en réalité, quand on regarde année après année, il y avait beaucoup plus de liquidité créée en fin 2021 qu'il y en a maintenant. Et c'est pour ça qu'il est hyper important de prendre cette M2, cette croissance année après année, pour voir si réellement par rapport aux années précédentes, on est vraiment sur des plus hauts. Et pour l'instant, c'est pas le cas. On peut voir également une chose, c'est qu'à chaque fois qu'on a posé un top sur Bitcoin, que ce soit le cycle de 2021, le cycle de 2017, le cycle de 2013-2014, on était plus haut au niveau de la liquidité. Surtout les deux derniers cycles dans lesquels on a commencé à devenir institutionnalisé, c'est-à-dire avec de l'argent de professionnels, de l'argent d'État même, de grosses banques, etc. etc. Il n'y avait pas encore les ETF Bitcoin, Ethereum et compagnie, donc forcément ça va driver plus de liquidité, mais on peut voir qu'on est loin de la création de liquidité qu'il y avait à ces périodes-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait notamment des taux qui étaient plus bas. Il y avait ici en 2021 du quantitative easing aussi de la part de la Fed et de toutes les banques centrales acheter massivement des actifs sur le marché obligataire principalement. Et donc ça a amené beaucoup plus de liquidité. 2017, qui serait un cycle qui se rapproche le plus de ce qu'on connaît actuellement en termes de politique monétaire de la Fed et éléments macroéconomiques, on peut voir que le pic s'est fait avec une M2 qui était à 12,07% de croissance annuelle. À l'heure actuelle, on était à 10,06 précédemment sur le top de Bitcoin, et actuellement on est à 6,61. Donc on aurait encore de l'upside par rapport à la création de liquidité. Et ça tombe bien parce que d'ici la fin de cette année, le marché prévoit encore au minimum 2 cuts au niveau des taux d'intérêt de la Fed. Vous le savez, la Fed est la banque centrale qui est la plus en retard à l'heure actuelle. Jérôme Powell avait créé un désastre inflationniste ici. Il est encore clairement choqué par ce qu'il a fait, donc forcément il prend beaucoup de temps pour le faire, mais c'est en tout cas ce que le marché price après les dernières datas. Et vous le savez, cet abaissement des taux directeurs a provoqué une création de liquidité via la dette, via les crédits, et donc on devrait pouvoir voir encore une fois un pic plus haut d'ici la fin de l'année, avec possiblement encore un autre pic plus haut début 2026. Ça c'est de la musique d'avenir, on ne le sait pas pour l'instant, on est en août, c'est un peu trop tôt pour le dire. Donc voilà comment regarder un petit peu la Global M2, la conjuguer avec la réelle croissance de la M2 année après année, et à quel point elle est pertinente seulement si la macroéconomique est pertinente également pour les actifs à risque. Nous on se voit lundi pour une prochaine vidéo, rejoins le Discord, viens ici pour suivre le live jeudi prochain, tu verras ça va être une masterclass, tu vas pas regretter, et tu pourras voir vraiment ce qu'on fait dans le groupe privé et à quel point notre travail est hyper important pour pouvoir s'en sortir sur ce marché qui est le plus vicieux et le plus compliqué de tous les marchés financiers. C'était Atreides, bonne journée. Bye bye.